Bonjour à tous, merci d'être nombreux, venus nous écouter réfléchir à la question du progrès, à des questions complexes dont nous allons parler ensemble, bioéthique, médecine, comment maîtriser le progrès, à l'heure où effectivement le Conseil consultatif national d'éthique va réfléchir à toutes ces questions. On peut avoir parfois le vertige face à toutes ces questions de bioéthique. Sommes-nous aujourd'hui capables de toucher le vivant, de maîtriser le vivant? Jusqu'où? Quelles sont les limites? Peut-on les maîtriser? Pouvons-nous maîtriser notre propre maîtrise? Autant de questions que nous allons développer avec nos invités. J'ai le plaisir de vous présenter Federica Migliardo. Bonjour Federica. Federica Migliardo est professeure de physique à l'Université de Messine en Italie. Elle est également associée à l'Université Paris-Sud, spécialiste de l'étude des mécanismes moléculaires. Elle est lauréate du prix UNESCO L'Oréal des femmes pour la science. Elle est également membre dans son pays, en Italie, du Conseil national d'éthique autour de la recherche et des questions de bioéthique. Nous sommes également en compagnie de Majid Siocine. Bonjour Majid. Bonjour. Majid Siocine est d'origine troisième génération, je crois, algérienne, puisque nous sommes ici dans les voies de la francophonie. Médecin, gériatre à l'hôpital Sainte-Camille de Brie-sur-Marne et citoyen engagé. C'est comme ça que Majid a eu envie que je le présente et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons essayer d'aborder toutes les questions qui peuvent fâcher, mais aussi toutes les questions qui peuvent ouvrir sur un véritable progrès en toute connaissance de cause. Je vous présente avec nous Wilfred Diffon. Bonjour Wilfred. Bonjour. Qui vient de Kigali, au Rwanda, originaire du Cameroun au départ. Wilfred est directeur de AIM, c'est-à-dire l'Institut africain d'excellence en sciences mathématiques. Il est diplômé de Princeton et il travaille à l'interface entre mathématiques et biologie, spécialiste du système immunitaire. Nous parlerons avec lui de cette question du progrès, ici, ailleurs, comment diffuser la science, comment être capable, nous aussi, en tant que citoyens, de faire face aux enjeux, aux questions, à l'accélération du monde. Avant de démarrer notre débat bioéthique-médecine, comment maîtriser le progrès, je vous propose d'écouter Vicky de la compagnie L'Idée du Nord, qui va nous lire ce que Federica lui a proposé comme piste pour démarrer notre débat. Je vais vous lire des citations de personnes qui ont beaucoup inspiré Federica Migliardo. Les deux premières étant des citations de Rita Levi-Montalcini, lauréate du prix Nobel de médecine en 1986. Le titre, c'est Abbi il coraggio di conoscere, qui signifie, comme tout le monde le sait, bien sûr, tout le monde parle italien, avoir le courage de savoir. La connaissance est par définition un bien. Peut-être le bien suprême de l'homme, car sans elle, il ne peut y avoir d'autres valeurs fondamentales auxquelles on ne cesse de faire appel. Deuxième citation, il doit être considéré comme une obligation morale de tous les individus, à la fois en tant qu'êtres humains et encore plus en tant que scientifiques et éducateurs, de faire face aux problèmes qui affligent toute la race humaine en tirant le meilleur parti des capacités de raisonnement en leur possession, même quand cela devrait signifier combattre des intérêts préétablis des sphères d'influence liées à celles du pouvoir. Et la dernière citation est une citation de Primo Levi, écrivain italien survivant de la Shoah, « La chiave a stella, la clé à étoile ». Aimer son travail est la meilleure approximation concrète du bonheur sur Terre. Merci Vicky. Merci Federica pour ces citations bien inspirantes et qui nous emmènent tout de suite à la première proposition de ce débat pour essayer justement de maîtriser le progrès pour ces questions éthiques. C'est celle de la responsabilité du chercheur, du scientifique lui-même, à la fois dans sa recherche, mais aussi dans la communication de sa recherche et de sa science. Oui, la communication scientifique aujourd'hui est assez complexe. Et du point de vue des relations entre les acteurs du monde de la recherche, et des médias et de la société. Et également du point de vue des contenus.
Et il faut remarquer que l'utilisation d'Internet a apporté de gros avantages, mais il a créé ce chaos informationnel, c'est-à-dire vraiment une quantité énorme d'informations, mais qui s'accompagne au manque d'outils critiques pour distinguer parmi les différentes sources d'informations. Aujourd'hui, par rapport à la science, le citoyen n'est pas informé, il est trop informé et aussi sous-informé. Et malheureusement, parfois, ils sont mal informés. Parce que le problème dans la science aujourd'hui, c'est surtout la diffusion des fake news. Par exemple, des nouvelles qui sont ouvertement refusées par la communauté scientifique, mais qui trouvent comment la façon de circuler et d'influencer, même indépendamment de la validité des thèses soutenues. Donc il faut donc pouvoir entendre la voix des scientifiques pour pouvoir faire le tri, aider à faire le tri. Oui, exactement. C'est la responsabilité des scientifiques d'intervenir pour la correction des informations qui sont diffusées, surtout par Internet, parce que malheureusement, ça c'est un préjugé, une fausse croyance qui va soutenir tout ça, qui sait qu'il n'y a rien de plus fiable qu'appliquer même à la vérité scientifique les principes démocratiques basés sur le consensus. Mais ce n'est pas vrai dans la science, ça. Parce que normalement, il faut donner confiance et crédibilité aux scientifiques qui ont une réputation qui est basée sur leur travail. Sur des données tout le monde ne peut pas critiquer. Le doute est à la base de la science, mais c'est à partir de travaux réels, à partir d'une vérité scientifique, à partir de preuves. J'ai envie de vous donner la parole, Majid Siossine, parce que je vous voyais hocher la tête. La responsabilité du scientifique, la question des fake news, la question de trop d'informations, la question déjà de savoir de quoi on parle quand on parle de science et de quelle peur on parle quand on parle de peur aussi. Je crois que là je vais être très terre à terre. Je rebondis tout à fait sur ce que disait ma collègue. Nous, en médecine, on le constate, avec notamment la question de la polémique des vaccins. Et on a tous été très surpris. On est arrivé à une espèce de perversité sur ce sujet-là, où on constate que certains médecins abondent dans ces thèses. Certains grands scientifiques, je ne citerai pas le nom du professeur Joyeux, qui a pu soutenir que le vaccin provoquait l'autisme. Là, on est arrivé au bout du bobard, quand le scientifique lui-même se fait l'écho de choses qui reposent sur absolument aucune preuve. Sur la question de l'information et de l'accès à la connaissance qu'offre Internet, c'est un terrain magnifique. Néanmoins, il faut rester très pragmatique. Pour pouvoir accéder à la compréhension de l'information scientifique, il faut un minimum de formation scientifique. Je ne peux pas m'improviser musicologue parce que j'ai écouté de la musique toute ma vie, que j'ai essayé de gratter une guitare. Il faut une culture scientifique qui n'est pas encore assez développée pour plein de raisons. Et il faut que les scientifiques mouillent leur chemise aussi, les chercheurs, pour aller parler, expliquer, dire ce qui est vrai, ce qui peut être remis en doute à chaque instant, mais ce qui est vrai, ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas. Ce qui est de l'ordre de la croyance et ce qui est de l'ordre de la vérité. Je pense que l'on pêche dans l'enseignement français par un meilleur enseignement de la connaissance scientifique, des sciences de base. On voit que certaines sections vont se voir privées d'un accès à l'enseignement des sciences, ce qui est à mon sens très dommageable. On voit à contrario que les scientifiques se voient privés d'un accès à l'humanisme, ce qui pourra avoir d'autres conséquences. Il faut aussi que les scientifiques fassent amende honorable et s'attachent à parler en des termes compréhensibles et accessibles au plus grand public. Il manque en France, par exemple, de médias, d'émissions qui puissent permettre de faire de la vulgarisation scientifique. Pour en radio, j'en suis la preuve. Voilà, si d'autres animateurs en sont la preuve. Tout à fait. Sur les grands médias, il y a très peu d'émissions qui puissent permettre aux gens d'accéder à la connaissance scientifique, où on peut prendre du temps pour expliquer des choses qui sont extrêmement complexes. Oui, dans un monde complexe, dans un monde qui va très vite, développer la culture scientifique, Wilfred Diffon, vous qui êtes basé côté Afrique de l'Est, qui venez de ce continent-là, est-ce qu'au niveau de la diffusion, est-ce qu'il y a les mêmes peurs quand on est au Sud par rapport aux avancées de la science? Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut informer et que les chercheurs, les scientifiques,
aussi mouillent un peu leur chemise pour partager un peu leur connaissance. Je sais que vous naviguez entre le français et l'anglais, mais là, on vous demande d'être aux rencontres francophones en français. Je m'excuse parce que je ne maîtrise pas très bien le français. Je veux d'abord dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de données, mais pas assez d'informations. On a de l'information seulement quand on donne du sens aux données. Et les scientifiques peuvent jouer le rôle de traducteur de données à l'information. Et en Afrique, on s'ouvre à vulgariser la science, mais traditionnellement, les scientifiques ne sont pas formés pour diffuser l'information scientifique aux non-scientifiques. Nous sommes traditionnellement formés à faire connaître à nos collègues ce qu'on a découvert. Et alors, il nous faut des formations spécifiques qui vont nous permettre à bien diffuser des informations scientifiques à nos concitoyens. Oui, pour pouvoir faire passer la science, faire passer le progrès et ne pas faire passer que les peurs. Parce qu'au fond, on a un petit peu l'impression qu'on a vécu longtemps sur une idée du progrès, mais que maintenant tout va tellement vite, on a le vertige parfois, mais qu'il n'y a plus que les peurs qui passent, ou alors qu'on est dans le pour ou le contre. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour faire passer, justement, pour que vous puissiez faire passer ce que c'est que la science, le questionnement, les doutes, les certitudes, et ce qu'il faut et ce qui est vrai. Federica. Ou Majid. Federica. Non, je pense que tout d'abord, il faut, comme mes collègues ont bien dit, former les scientifiques, mais vraiment promouvoir la formation des scientifiques pour comprendre pourquoi c'est important de communiquer la science. Parce que ce n'est pas seulement un problème de comment communiquer la science, c'est vraiment pourquoi communiquer. Parce que beaucoup de scientifiques pensent que c'est une activité secondaire ou qui n'est pas vraiment primaire, exactement comme prioritaire, exactement comme la recherche qu'on fait. C'est notre rôle social. Voilà. Et comment expliquer alors à vos collègues scientifiques pourquoi faut-il communiquer la science? Oui, pourquoi parce que la conséquence la plus importante de la diffusion des fake news, c'est que c'est une grosse perte de crédibilité de la science, une grosse perte de confiance de la société vers la science. Et ça, c'est vraiment grave parce que on a vraiment besoin de l'interaction, des échanges, parce que les scientifiques doivent absolument valider leur travail par la réponse qu'ils obtiennent par la science, par la société. C'est un aller-retour. Oui, c'est un aller-retour. Mais malheureusement, traditionnellement, ce n'était pas comme ça. Les scientifiques ont l'habitude de rester dans leur laboratoire et ils parlent dans une manière trop abstraite, trop compliquée. Et ça renforce la conviction que la science est une activité compliquée, trop compliquée, loin de la société. Mais non, nous avons besoin de cette interaction. Et le problème, c'est qu'on a aussi perdu vraiment la conscience, nous les scientifiques, la conscience de la valeur de la connaissance en soi. Donc, la connaissance en soi, pas uniquement pour des applications pratiques et immédiates. Oui, parce que malheureusement, les préjugés qu'une recherche est plus importante tant elle est capable de produire des applications concrètes et pratiques que chacun de nous tous les jours peut utiliser, doit être combattu. Parce que la science doit être considérée une connaissance en soi et avoir la dignité de la culture au niveau des progrès. C'est une valeur, comme Rita Levi-Montalcini disait. Une culture, une connaissance scientifique pour la connaissance, pour nous faire avancer tous. Mais est-ce qu'on arrive, avec notre conscience à nous, à aller aussi vite que le fait la science, la technologie, les avancées? Est-ce qu'on n'est pas à un moment aussi où nos avancées en bioéthique, on peut manipuler les vivants, tout ça va tellement vite que comment faire pour que
effectivement, notre conscience aille aussi vite que ça? Comment faire pour qu'on continue de faire de la recherche fondamentale et pas seulement appliquée? On ne sait d'ailleurs pas dans quel but toujours appliquée. Majid. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Justement, c'est parce que la science va vite, c'est parce que le progrès on est lancé dans une mécanique où le progrès n'a jamais été aussi rapide, qu'il faut une connaissance scientifique, qu'il faut utiliser les progrès scientifiques avec comme guide, comme lumière, des valeurs morales, des valeurs philosophiques, et pour pouvoir se prémunir du docteur Folamour, de tout ce qui peut arriver, pour que le scientifique garde une conscience de ce qu'il fait. Sur la question du progrès et de la peur qu'inspire le progrès, moi je veux quand même dire une chose, c'est que le progrès est consubstantiel de l'expansion de l'Occident. Il ne faut pas l'oublier. L'Occident est devenu ce qu'il était parce qu'il était inscrit dans une démarche de progrès scientifique. Il ne faut donc pas avoir peur du progrès. Moi, mais il peut y avoir aussi la réaction inverse, d'ailleurs que de l'Occident, justement. Justement, ailleurs que dans l'Occident, il faut quand même percevoir, par exemple, une des explications de la situation dans laquelle se trouve le monde musulman aujourd'hui, c'est que depuis la chute de Grenade, le monde musulman qui a été un promoteur du progrès scientifique, à l'époque où l'Église interdisait les dissections, les médecins de l'Orient pouvaient décrire la circulation sanguine, les mathématiciens travaillaient, les astronomes travaillaient. Depuis que le monde musulman a été mis à l'écart du progrès scientifique, il se trouve dans une situation obsidoniale, d'assiégé et d'absence d'expansion. Donc le progrès est une bonne chose. Néanmoins, il impose de ne pas faire comme les parnassiens de l'art pour l'art, de la poésie pour la poésie. On ne fait pas de la science pour la science, on fait de la science parce qu'il y a un but. Le but, c'est l'amélioration de l'humanité, c'est le progrès universel. Il ne faut pas perdre cela de vue. Wilfred Niffon, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus, à la fois sur l'intérêt d'une science fondamentale, parce que quand on pense à la science en Afrique, dans les pays du Sud, on a souvent tendance à penser à une science très appliquée uniquement pour le développement. Vous êtes à la tête d'un institut d'excellence en sciences mathématiques, donc l'important de la science fondamentale, et également l'important justement qu'aucun continent ne soit tenu à l'écart du progrès scientifique, de la connaissance et de la manière de faire de la science. Je crois que l'homme, les humains, sont tous des scientifiques, parce que la science, le but c'est de connaître comment fonctionne la nature, et l'homme a toujours œuvré à connaître comment le fonctionnement de la nature. L'invention du feu est un des résultats d'une meilleure connaissance de la physique. Alors, c'est à partir de cette connaissance qu'on construit des technologies. On a aujourd'hui le laser, les téléphones portables, les ordinateurs, grâce à une meilleure connaissance du fonctionnement de la nature, des plus petits composants de la nature, à travers la mécanique quantique. Alors, il faut cette connaissance, il faut la science fondamentale qui conduit à une meilleure connaissance de la nature pour pouvoir développer des technologies qui nous permettent d'améliorer nos bien-être. Alors, en Afrique, on reconnaît cette importance de plus en plus cette importance de la science fondamentale et on appuie par des gouvernements et aussi par des chercheurs qui font ça. Et il y a aussi, je crois que des pays qui sont dans des niveaux de développement différents ont besoin de s'investir de différentes quantités de ressources dans la recherche fondamentale et dans sa valorisation. Et en Afrique aussi, il y a un mouvement qui vise à informer des gens l'importance non seulement de créer des connaissances, mais aussi le lien entre ces connaissances et de l'amélioration
À propos de lien justement entre toutes ces connaissances, j'ai quand même l'impression, vous disiez science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça c'est une évidence. On a parlé de l'accélération aussi aujourd'hui de toutes ces biotechniques, de toutes ces possibilités qui vont nous entraîner, on ne sait pas très bien où, vers un humain augmenté. Mais augmenter où, augmenter comment? Est-ce qu'on pourra maîtriser cette science que nous sommes en train d'inventer? Est-ce qu'on pourra la maîtriser autrement qu'en discutant, qu'en se posant les questions qui fâchent et qu'en se demandant aussi, on peut faire le meilleur comme le pire. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, comme le dit le poète René Char, s'arrêter un peu, ralentir parce qu'on est en chantier et pour se poser ces questions-là, quel est votre point de vue à vous face à cette science aujourd'hui rapide, cette technologie qui suit extrêmement rapide et qui nous entraînera, on ne sait pas très bien où? Quelle est votre position par rapport à ça? Comment faire par rapport à ces peurs-là, Majid? Moi, je crois qu'on ne pourra pas réguler la science et les progrès scientifiques, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, par la loi. C'est totalement impossible. On pourra sans doute, par la discussion comme on le fait là, attirer l'attention du grand public, des citoyens, il existe des médias pour informer, sur les dangers, sur ce qui peut se passer et encourager les gens à s'opposer à certains travers. Je crois, on a de multiples exemples de cela. On voit très bien qu'en France, on a interdit la recherche sur les OGM. On s'est vanté d'avoir arraché un champ de maïs sur lequel on avait poussé des OGM. Est-ce que ça a empêché que les pays voisins ou les pays un peu plus loin fassent des recherches sur les OGM? On a interdit, on a limité la recherche sur l'embryon. La France l'a fait. Ça se fait ailleurs. Qu'est-ce qui peut empêcher aujourd'hui quelqu'un dans son petit laboratoire de faire ce qu'il veut? Personne, aucune loi. Donc on va avoir du mal à mettre des contraintes. En revanche, moi je crois beaucoup à l'engagement des citoyens, de la communauté internationale, des consciences, des grandes voix, des grandes consciences pour essayer de peser sur les choix qui vont être faits. L'arme de l'argent, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer des limites, on ne sait pas très bien où, comment, mais il faut que chacun y mette du sien, et donc qu'on ait au départ une culture scientifique, que les pouvoirs politiques dans tous nos pays aient aussi une culture scientifique, et que chacun pèse de son propre poids. Vous pensez ça aussi, Federica? Oui, je suis d'accord. Et en plus, il faut remarquer que le seul fait que de quelque chose on peut abuser, on peut avoir une utilisation négative, n'est pas une raison suffisante pour l'interdire, pour l'empêcher. Ça, c'est vrai particulièrement dans la recherche. Et normalement, dans l'éthique, dans la bioéthique, ça s'appelle double utilisation. Ça veut dire... double usage, un usage négatif et un usage positif. Oui, un usage négatif et un usage positif. C'est de la même recherche. De la même recherche, parce que ça a trouvé son origine dans la recherche atomique et nucléaire, dans la couple conceptuelle usage civil, usage militaire. Mais surtout après les attentats du 11 septembre 2001 et les attentats avec les armes biologiques et chimiques, et ce concept s'est imposé dans tous les contextes, surtout dans les sciences de la vie, où les biotechnologies peuvent ouvrir un large éventail d'applications négatives, dangereuses pour la santé, pour la sécurité nationale ou internationale. Et alors, les scientifiques, en particulier les commissions pour l'éthique de la recherche et la bioéthique, s'intéressent à ces problèmes parce que, comme d'habitude, on n'est pas formé pour arriver à prévoir pas seulement ce qu'on pourra faire de vos recherches. Oui, pas seulement les applications pratiques, positives ou négatives, mais vraiment l'impact, par exemple, en termes de nombre de personnes impliquées, ou de fréquences, ou de degrés d'incidence, et surtout dans les sciences de la vie. Par exemple, beaucoup de critiques vers les scientifiques qui travaillent sur les virus viennent du fait, pas seulement de faire de ce genre d'études, mais de communiquer dans les magazines spécialisés les méthodes et les procédures utilisées pour étudier les virus. C'est-à-dire que d'autres, notamment visées terroristes, pourraient se servir de ces recherches. Ça, c'est pratiquement un manuel d'instruction pour les bioterroristes pour manipuler les virus et les rendre encore plus puissants, malheureusement, et donc plus dangereux
provoquer des pandémies. Et ça, ce n'est pas trop loin. Parce qu'on pense, ben, bon, ça c'est l'avenir. Non, malheureusement, ça c'est vrai, parce que les bioterroristes ne sont pas... Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, vous vous dites, en tant que scientifique, on n'est pas formé pour savoir jusqu'où on pourra utiliser nos travaux, mais qu'est-ce que vous pouvez imaginer par rapport à ça ou à d'autres questions? Oui, on a vraiment besoin d'une vraie interaction avec les organismes et les institutions en charge de la sécurité nationale ou internationale. Parce que parfois même, parce que par rapport aux peurs, ma peur est de ne pas être capable. Quand je fais des études, je suis toujours motivée, je suis toujours ambitieuse. Vous avez travaillé sur la tuberculose? Oui, j'ai travaillé sur des maladies, sur la tuberculose, sur le Parkinson, et sur la schistosomiase, qui est la deuxième maladie tropicale après la malaria, mais personne ne la connaît parce que ce n'est pas un autre problème ici, par exemple. Mais je me pose la question, si je suis vraiment... J'ai les outils pour arriver à imaginer ce que, par exemple, les bioterroristes arrivent à faire. Moi, je pense que malheureusement, non, parce que je ne suis pas capable d'imaginer une telle folie dans mes recherches. Et donc, j'aurais vraiment besoin d'une vraie interaction, une collaboration avec les gens qui sont experts, qui peuvent vraiment me dire attention à ça et me donner des outils que je n'ai pas en tant que scientifique. Si je vous suis bien, les pistes pour maîtriser le progrès, maîtriser notre propre maîtrise ou ce que nous faisons, ce serait vraiment de s'allier, c'est-à-dire à la fois de continuer les recherches, hein, de toute façon on ne va pas les arrêter, puis elles vont se continuer ailleurs sinon, mais de les faire en collectif, enfin avec les spécialistes du terrorisme, les spécialistes d'éthique, de philosophie, le fait aussi qu'on parle de bioterrorisme, on peut aussi parler au niveau de tout ce qui est sciences de la vie, de tout ce qui pourrait être augmentation des hommes, et donc ceux qui auraient des moyens pourraient être augmentés et vivre éternellement, et puis les autres non. Enfin, je veux dire, on se pose aussi, il y a aussi des questions d'inégalité. Donc pour faire face à toutes ces questions fondamentales, une des pistes de solution serait d'en discuter ensemble, de n'éviter aucun sujet qui fâche et de se mettre en réseau entre chercheurs, scientifiques, communicants, militaires, enfin, et décideurs politiques. Et décideurs politiques, ne les oublions pas. Les décideurs politiques qui ont quand même été puisqu'on parlait de bioterrorisme, qui ont quand même été les premiers utilisateurs du bioterrorisme, jusqu'à preuve du contraire. Je crois que, par exemple, l'exemple de ce qui s'est passé à Londres avec cet espion russe, c'est pas Al-Qaïda, je crois que c'est un État souverain qui siège à l'ONU. Et il y a de multiples exemples. Hein. Ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Irak, c'était des dirigeants installés. Donc il faut installés, qu'entre nous, entre citoyens, on puisse d'abord voir où on veut aller. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut mettre des limites aussi? Vous parlez de régulation. Moi, je parle de régulation. Les limites, ça va être les limites du bon sens, ça va être les limites de la rentabilité. Et je crois aussi que la diffusion de la connaissance, ce sera une limite. Si on se penche sur la question de l'intelligence artificielle, si par exemple l'intelligence artificielle n'est réservée qu'aux pays qui sont en mesure de la promouvoir, ils auront un avantage concurrentiel supplémentaire. Que fera-t-on du reste de l'humanité? On verra une partie de l'humanité qui pourra être augmentée, qui pourra vivre plus longtemps, être protégée des maladies, et on verra l'autre partie de l'humanité qui sera inutile. On verra, par exemple, même au sein de ces pays, imaginons que demain, des enfants puissent être augmentés en France. Et que fera-t-on de nous qui n'avons pas été augmentés à la naissance? Nous serons quoi? Des sous-hommes, des rebuts? Nous n'aurons plus aucune utilité. Il faut que quand il y a un progrès, quand il y a une avancée, un bon vaccin pour sa mauvaise utilisation, c'est qu'elle soit diffusée. Quand tout le monde a l'arme nucléaire, plus personne n'a envie d'utiliser l'arme nucléaire. Ça peut être une espèce de protection. Wilfried Diffond, dans ces pistes, justement, que tout le monde sur la Terre ait accès, puisse avoir accès à la compréhension. Tout le monde n'est pas chercheur, tout le monde n'est pas scientifique. Il faut aussi laisser le temps à la recherche. Mais vous êtes d'accord que ça pourrait être une des pistes à suivre, d'élargir en fait le cercle, finalement, de la connaissance, de la diffusion, de la science, et de se poser aussi les questions du pourquoi. Pourquoi? Dans quel sens? Oui, je crois que... premièrement, on ne peut pas contrôler la science et on ne peut pas imaginer à toutes les possibles applications de connaissances qu'on génère à travers la science. Et c'est une bonne chose et c'est l'un des avantages de la science parce que parfois on arrive à des inventions qu'on n'avait pas imaginées. Alors, je crois qu'il faut que
encore, tout le monde est scientifique, mais pas nécessairement scientifique professionnel. Et il faut communiquer la science d'une manière que tout le monde peut comprendre des essentiels. Pourquoi telle ou telle découverte est importante et permettre aux gens de se poser des questions. Alors, au sein de l'Institut africain des sciences mathématiques, on s'ouvre à former des gens qui peuvent penser d'une manière critique. Quand tu peux penser d'une manière critique, n'importe quel domaine de connaissance, quel domaine, quelle profession que tu pratiques, tu pourras poser ces questions qui te permettent à mieux comprendre et des implications. L'esprit critique, les questions, est-ce que vous avez des questions à poser dans la salle? On peut continuer notre débat, mais puisque Wilfred Ndifon nous lance sur cet aspect-là, et qu'effectivement, je crois que ça compte beaucoup, est-ce que dans la salle, il y a une question, des questions à nos invités? Sinon, nous poursuivons le débat. Je vois que devant, il y a une petite question. Un micro qui arrive. Attendez juste une petite seconde. Merci. Oui, une interpellation, une question à notre interlocuteur central au sujet de la médecine. Dans votre introduction, vous avez laissé supposer qu'il n'était pas évident pour tout le monde de critiquer la science parce que peut-être effectivement tout le monde n'a pas les éléments, les outils. C'est le fruit d'une recherche, la découverte de lois, de processus. Néanmoins, moi, il me semble, voyez-vous pas quand même qu'il faut garder un œil critique, même pour tout citoyen, vis-à-vis de la science, ne serait-ce que pour la challenger. Parce que les lois de la scientifique n'ont pas toujours été aussi universelles qu'on voudrait bien les présenter, même encore aujourd'hui. Et là, je prends même des exemples. La science, si vous voulez, ce n'est pas un territoire réservé aux scientifiques. Je dirais un peu comme la guerre, entre parenthèses, n'est pas réservée qu'aux généraux, si vous voulez. Et je pense que cette simulation peut être bonne, et même la science en arrive à oublier des pratiques anciennes qui sont éminemment qui ont de grands services. En tout cas, je prends le cas de la médecine chinoise, avec beaucoup de traitements par les sciences. Alors évidemment, on peut faire les plantes, pardon. Et aujourd'hui, maintenant, on peut réanalyser par des analyses spectrométriques tous les composants, bien sûr. Mais il faut rester, à mon avis, si vous voulez, dans le domaine de la vulgarisation et du challenge aussi du citoyen. Enfin, c'est ce que vous pourriez préciser un peu, cette pensée qui me paraissait un petit peu, peut-être un peu monolithique. Peut-être c'est ma perception qui n'a pas été bonne. Majid, c'est aussi. Alors, je ne voulais pas dire que les citoyens ne doivent pas critiquer la science et qu'ils n'ont pas le niveau, sûrement pas. On parlait des bobards, puisqu'on dit fake news, mais en français on a un mot, c'est bobard, où pour arriver à comprendre un certain nombre de choses, il faut un minimum de culture scientifique. Ça, c'est une évidence. La critique, le scientifique doit l'avoir sur d'autres scientifiques, il doit l'avoir sur lui-même. Il n'y a rien de tel que l'autocritique, puisque sinon on a une inflation cérébrale qui fait qu'on devient dangereux. Il faut savoir se critiquer soi-même et accepter d'être critiqué. La critique est une chose positive en toute chose. C'est absolument ce que je veux dire. En ce qui concerne ce que vous disiez sur les plantes, etc., le dernier grand médicament qui a été découvert sur le paludisme, l'artémisine, vient de la Chine. C'était une plante. Si on remonte beaucoup plus loin, les conquistadors, empiriquement, ont traité la malaria en observant les Indiens qui buvaient une décoction d'écorce d'arbres, la quinine. Évidemment, il n'y a pas de petite science ou de grande science. Il n'y a pas de jardin réservé. Néanmoins, je ne discuterai pas de théologie avec un grand clerc de la théologie. Je n'en ai pas le niveau.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Il s'agit ici aussi de critique, de la question du doute, puisque la science, c'est quand même au départ de toujours, elle peut toujours être critiquée, elle peut toujours être remise en question, et en même temps, il y a des valeurs sûres et des choses sur lesquelles on ne revient pas. Oui. Federica. Moi, je pense que c'est nécessaire de promouvoir vraiment un changement de perspective culturelle. Parce que ce n'est pas seulement, comme Majid a dit, que pas tout le monde peut comprendre la science. Mais c'est plutôt qu'il faut distinguer parmi les personnes qui sont les sources aussi d'informations qui sont fiables. Ça, ce sont des outils que la société, le grand public, devrait faire propre. Parce que c'est nécessaire pour protéger même la science avec nous. C'est pour ça que je parle toujours d'une responsabilité partagée. Parce pour avoir confiance dans la science, il faut savoir à qui, il faut savoir évidemment qui écouter et qui donne son avis. Parce qu'il ne s'agit pas d'être pour ou contre, il s'agit de savoir qui sait des choses et après on décide, ou on ne décide pas, ou on reste en point d'interrogation. Mais c'est vraiment ça, ce n'est pas une question de pour ou contre, il faut savoir qui sont les référents. Oui, parce que malheureusement, les référents, parfois, bon, surtout en Italie, je dis malheureusement, sont les experts, entre guillemets, qui sont plus exposés au niveau des médias. Par exemple, quelqu'un qui participe souvent à des émissions à la télé, comme ça, est plus connu, c'est normal. Mais ce n'est pas qu'on peut tout connaître. Donc, dans la science surtout, il faut vraiment avoir des compétences spécifiques. Donc, si on est expert dans les vaccins, on peut intervenir dans les débats sur les vaccins d'une manière compétente et en discutant des données objectives. Ça, c'est le seul aspect possible, parce que c'est ça qu'on apprend dans la science. Et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai que tout devient plus complexe, plus compliqué. Oui. En même temps, on n'a plus tellement envie de savoir qui viennent d'en haut. On a quand même été tous douchés par des informations qui nous venaient d'en haut et on ne veut plus de ça non plus. Donc, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui retrouver un équilibre, retrouver une certaine confiance dans un progrès qui ne soit pas qu'un progrès technologique, qui soit aussi un progrès humain? Voilà, je pense qu'aussi se posent pour vous, en tant que chercheur, toutes ces questions-là. Retrouver confiance dans la science, dans la connaissance, et dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui va de plus en plus vite, et où on ne sait pas très bien où ça va nous mener, où ici, il n'y a pas de réponse, il n'y a que des questions. En fait, c'est quoi? C'est pouvoir rouvrir des questions? Mais c'est ça, en fait, la science, ce n'est pas le but de la science d'avoir des réponses définitives, de donner des vérités définitives. C'est vraiment le mécanisme intrinsèque de la science d'évoluer. Donc c'est vraiment prévu, c'est normal que quelque chose qui aujourd'hui est une connaissance acceptée par tout le monde, demain elle est mise en cause et c'est ça le progrès scientifique, c'est exactement ça. Donc c'est dommage de demander aux scientifiques de donner des réponses définitives. Claire, oui, mais pas définitive. Et ouverte, toujours, c'est quand même ça. On est quand même dans quelque chose d'ouvert. Et on ne sait pas où on va. Oui. C'est aussi le charme de la science. Oui, c'est le plaisir de chercher, de partir. Il y a de multiples exemples dans l'histoire. Fleming ne savait pas qu'il allait découvrir la pénicilline en revenant de vacances. C'est aussi le charme de la science. Il n'y a pas d'icône non plus en science. Il faut être un peu iconoclaste. On peut taper sur des scientifiques. Alors, il faut quand même pas perdre de vue un certain nombre de choses. On est dans une époque extrêmement matérialiste. Gardons tout de même l'amour de la connaissance. Gardons l'amour de la science, gardons l'humour de l'humain, l'humour de la poésie aussi, de la philosophie. Et ne soyons pas béats d'admiration devant la science, mais ne soyons pas non plus des contempteurs absolus. C'est ça, c'est comment au fond maintenant, aujourd'hui, retrouver une forme d'équilibre. Ne pas être béat devant la science et ne pas non plus être complètement réfractaire à tout progrès. Wilfred Diffon. La science consiste à faire des observations,
et formuler des hypothèses qui peuvent expliquer ces observations, initialiser ces hypothèses dans des modèles qui peuvent être testés. Et on fait ça, on continue, oui. En boucle. Fait ça. Et il y a des étapes où des citoyens, n'importe qui, peut participer. Si je dis que j'ai fait une observation et j'ai une théorie qui explique cette observation, vous avez des outils pour faire d'autres observations. Vous pouvez vous demander, est-ce que mes observations conforment à cette explication? Vous ne pouvez peut-être pas comprendre des outils que j'ai utilisés pour initialiser mes hypothèses et pour les tester. Mais au moins, vous pouvez vous demander si cette théorie conforme à ces données que j'ai collectées d'une manière rigoureuse. Alors, il faut faire en sorte que tout le monde sache qu'il ou elle peut participer dans la science, dans certaines étapes de la science. Justement, en France, en ce moment, sont les états généraux autour de la bioéthique. On invite le public à participer au débat, à s'informer. C'est quelque chose de compliqué peut-être qu'on va y réussir cette année, mais qu'on n'arrive pas tellement à faire. Federica, vous faites partie du comité de recherche en Italie sur ces questions de bioéthique. Est-ce qu'on peut élargir le cercle, faire participer les citoyens et sortir du pour ou contre, puisque c'est pas ça la question. C'est pas ça. Mais c'est pas ça surtout parce que c'est pas une comparaison d'opinion. Il faut comparer des données objectives, des résultats scientifiques concrets, objectifs, qui ne peuvent pas s'ouvrir à d'interprétations différentes. On peut avoir des façons de voir les choses un peu divergentes, mais les données sont les données. Pour nous, c'est ça la vérité. Pour nous, c'est clair. Et c'est dommage parce que quand je parle de responsabilités partagées, les scientifiques doivent être beaucoup plus responsables que ça. Mais c'est vrai que parfois la société adopte une attitude un peu passive par rapport à la science. Comme si c'est quelque chose qui doit subir, et après c'est la faute des chercheurs qui ne sont pas capables de communiquer si on n'a pas les outils pour interpréter correctement. Mais en fait, ça doit commencer de l'école, de la façon de transmettre la culture scientifique. Parce que de ne plus être passif. Vous avez aussi cette impression-là parfois que les chercheurs sont responsables, bien sûr, mais qu'il y a une passivité parfois ou... Alors, le désengagement peut se constater pas seulement dans le domaine de la science. On est dans une époque où, effectivement, on a un peu, peut-être par désespoir ou par renoncement ou surpréoccupation, les gens ont un peu baissé les bras. On l'a vu en politique, on a des taux, par exemple, de vote dans certaines communes qui sont très très bas. Alors, n'oublions pas que nous sommes dans un système démocratique. Dans un système démocratique, le citoyen doit participer. Le citoyen doit s'investir. On en a une preuve, justement, vous faisiez référence à cet sondage, c'est un sondage grandeur nature, sur les états généraux de la bioéthique. On voit bien que quand l'ensemble des citoyens ne participent pas, ceux qui participent sont les citoyens les plus motivés. Et ceux qui sont les plus motivés ne sont pas forcément les plus progressistes. Ça. Et on voit bien que sur les questions de la GPA, de la PMA, etc., qui a participé ? Donc on ne peut qu'encourager les citoyens à participer en masse, ne serait-ce que pour que l'opinion collectée ne soit pas une opinion déformée. Wilfred Niffon, quelque chose à dire sur nos démocraties qui ont du mal finalement aussi à réveiller les citoyens que nous sommes. Et effectivement, quand on n'est pas résolument contre ou alors résolument pour, on reste dans son coin. Par rapport à ces questions de bioéthique, par rapport... à cette accélération aussi de toutes ces biotechnologies et de manipulation du vivant aussi. Je crois qu'on a un problème parce qu'en science, la doute est une bonne chose. Mais souvent, on cherche à savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Et je crois qu'il faut encourager un esprit de doute, de critique, de questionnement, et
Et c'est ça qu'il faut pour toute personne. Et en Afrique, de plus en plus, on essaye de former les gens qui vont poser ces questions, parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on parle du progrès en Afrique, on croit souvent que le progrès va venir d'ailleurs, que les idées vont venir d'ailleurs, mais souvent, des idées qui viennent d'ailleurs ne marchent pas, n'aboutissent pas à de sortes de progrès qu'on veut. Alors, il faut des modèles de développement, de progrès qui sont indigènes en Afrique, et pour construire ces modèles, il faut former les gens à pouvoir penser d'une manière critique, parce que c'est eux-mêmes qui vont se développer. C'est nous-mêmes, les Africains, qui vont se développer. Et la science est très importante pour le développement. Et la science fondamentale. Les sociétés qui n'appuient pas la science fondamentale sont des sociétés qui, pour moi, n'ont pas de futur. Alors, il faut que beaucoup plus de gens comprennent ça et qu'ils soient motivés à participer dans cette marche de la science, cette marche vers plus de connaissances de nous-mêmes, de la nature. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vois des bras qui se lèvent, oulala, donc on aura besoin de micro. Madame. Voilà, vous avez tous un par un évoqué la question de la médecine et de l'humanisme, de l'humain. Moi, je suis tout à fait pour, bien sûr, les recherches scientifiques et la médecine. Je pense que de toute façon, comme monsieur l'a dit, il y a toujours un doute, et tant mieux, parce que ça permet d'aller plus loin. Par contre, la question, enfin, c'est pas vraiment une question. Je crois que quand même, il y a aussi, par rapport à la médecine, une question de société, de civilisation, parce qu'il y a des... comment dire, quand on fait une découverte, on établit des lois générales. Donc il y a une relation de cause à effet, on sait que tel médicament va agir sur telle chose. Mais quelle dimension du particulier et du sujet prend-on? Parce que, par exemple, on s'aperçoit que pour un même traitement sur des personnes différentes, il n'agit pas de la même façon. Donc ça, c'est pour moi une vraie question. Je trouve que d'une manière générale, et c'est trop clivé entre ce qui est la part du sujet et la part de la médecine. La dimension du sujet, la dimension de l'humain ne peut pas être prise en compte dans notre civilisation. Elle l'est ailleurs, en médecine ayurvédique, en médecine chinoise, etc. Donc je vous pose la question, comment on fait avec ça dans notre société? Majid, je pense que la question est pour vous. Alors, une des premières choses qu'on apprend quand on fait de la médecine, en dehors du risque qu'on a de se tromper, c'est qu'un cas est un cas. On l'oublie parfois. Néanmoins, vous faisiez référence aux effets secondaires, aux réactions par rapport au traitement. C'est un point qui est très peu pris en charge, très peu pris en considération dans le système de santé, mais qui progresse, notamment en raison du vieillissement de la population âgée et du coût que ça induit, les effets secondaires. Il va quand même être très difficile. Vous aviez dit la réaction d'un traitement à l'autre, d'un individu à l'autre. Je disais comment prendre en compte la dimension du sujet de la personne lorsqu'une personne ne réagit pas ou lorsqu'elle dit moi j'ai mal là et que la médecine ne voit rien à l'IRM ou je sais pas quoi. La dimension de l'humain, de l'individu, oui. De la personne. Alors, là, on rentre dans les trous noirs. Hein. On rentre dans les trous noirs de la médecine. Si vous avez la chance de tomber sur un médecin compréhensif, et il cherchera. Si vous tombez sur un médecin qui est peut-être un petit peu trop imprégné de son tout pouvoir, de sa toute puissance, mais ce qui se réduit chez les médecins aujourd'hui quand même, vous aurez plus de mal. Il va être extrêmement difficile de faire une prise en charge dans notre système actuel médical, individuel et individualisé, bien qu'on cherche à y arriver.
Effectivement, cette question, elle touche à la médecine, elle touche aussi à la science. Je vais vous donner la parole, bien sûr, Wilfred, mais elle touche aussi à la science en général. C'est-à-dire, je pense aussi qu'aujourd'hui, on se sent parfois, en tant qu'être humain, non pas mis à l'écart, mais on a l'impression que la dimension humaine n'est pas la première. Or, c'est quand même remettre l'homme au centre qui nous intéresserait tous. Et je vous laisse répondre, bien sûr, Wilfred. Donc, la médecine évolue. Je crois que jusqu'aujourd'hui, on n'avait pas eu des outils qui permettent à bien comprendre l'être humain, mais le futur de la médecine, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée, qui est anticipatif. Maintenant, aujourd'hui, la médecine est plutôt réactive. Et je crois que dans le futur, on aura ces outils qui permettront aux docteurs, aux médecins de dire vous avez telle ou telle maladie et c'est tel ou tel médicament qui vont vous bénéficier, mais plus important, qui permettent d'identifier des maladies même avant les symptômes. C'est le mot. Oui. Et ça, c'est le futur de la médecine de précision. Et la raison pour laquelle on n'a pas ce type de médecine aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas encore les connaissances qui permettent ça. Mais naturellement, la science évolue, notre connaissance de l'être humain, de la nature s'accroît, et au fur et à mesure que cela se passe, on améliore nos méthodes, les outils qu'on utilise dans la médecine. On pourra avoir des outils de précision dans la médecine, c'est évident, mais en même temps, on se rend bien compte dans nos sociétés technologiques que ce n'est pas qu'une question d'outils et de technicité, c'est aussi une question de prise en compte de l'être humain. Et c'est un peu ça qu'on a parfois peur de perdre dans trop de technicité, trop de science, trop de progrès, avec tous les guillemets qui s'y attachent, Majid aussi. Je pense que c'est un des plus grands, c'est un des plus grands dangers qui guette la médecine, c'est cette surtechnicisation qui fait que moi j'apprenais à la fac que 50% du traitement c'était le médecin. Aujourd'hui, les 50% du médecin risquent de se réduire et on n'approchera pas la dimension humaine. C'est une chose sur laquelle on doit lutter. On doit se battre pour conserver ce côté humain et humaniste de la médecine et le transmettre aux jeunes générations, aux étudiants qui fréquentent nos services hospitaliers. En ce qui concerne la médecine prédictive, on l'a déjà un peu. Il faut s'en garder parce qu'il y a le meilleur comme le pire là-dedans. À quoi va ressembler ma vie si je sais que je suis porteur d'une gène d'une maladie horrible dont le potentiel qu'elle s'exprime est de 2%. Vais-je mener ma vie en pensant aux 98% ou vais-je mener ma vie en pensant aux 2% de chance qu'elle s'exprime? C'est aussi un peu ce danger qui existe. Nos collègues qui font de la médecine fétale, ils sont déjà confrontés. Quand on vous dit, il présente on a analysé le prélèvement, effectivement, il y a 20% de chance ou 80% de chance, allons à l'extrême du raisonnement, que s'exprime telle maladie. Que fait-on des 20% de chance où la maladie ne s'exprime pas? Donc là, il y a le meilleur comme le pire. On a des travaux, on a une start-up au Canada, il y a une start-up qui a développé avec le système de prévention de santé une application qui permet d'approcher le risque suicidaire en analysant les réseaux sociaux. Effectivement, c'est une bonne chose. On va voir les messages qui sont postés, les photos, et on va dire, oui, effectivement, cette personne qui est connue comme dépressive, on voit que son risque suicidaire augmente. Bon, voilà. On en est toujours au meilleur comme au pire, on en revient au meilleur comme au pire et à l'humain pour nous sauver de tout ça, avec le grand point d'interrogation que nous sommes tous. On va arriver bientôt à la fin de cette table ronde, mais j'ai vu beaucoup de bras se lever, donc il y a peut-être quelques questions qu'on pourrait prendre encore. La question que je me pose, c'est pourquoi les bobards et les fake news prennent le devant de la scène. Monsieur, vous dites que la vaccination est un bobard, vous avez les connaissances et les compétences pour le dire, mais nous, en tant que citoyens, moi par exemple, j'ai eu que 6 vaccins quand j'étais petite, maintenant on en demande 11. Alors il y a de la peur, de l'angoisse par rapport à tout ce qui nous noie. Quand on voit les phénomènes comme le Mediator, ce qu'on entend sur les statines,
les intérêts de certains laboratoires. On est perdu et c'est dommage parce qu'on n'arrive plus à qui croire. Alors Florencia a donné un élément de réponse sur le problème de communication, mais il n'y a pas que ça. Sur la question de... évidemment qu'on doit toujours être vigilant. Il n'y a rien de pire que d'être un sujet passif. Soyons actifs dans notre vie, mais dans tous les domaines. Sur la question des vaccins, ma tante est morte à l'âge de 11 ans d'une diphtérie à Tizi Ouzou parce qu'elle n'était pas vaccinée contre la diphtérie. Donc à chaque fois qu'un malade me parle de la polémique des vaccins, je lui parle de ma tante. Je peux aussi lui parler de mon camarade qui marchait avec des attelles de fer parce qu'il a vu la polio. Donc il faut quand même dire ce genre de choses. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de risque avec une quelconque entreprise humaine. Il y a toujours un risque dans toute entreprise humaine. Nous sommes tous suffisamment intelligents pour mettre en balance les effets positifs et les effets négatifs. Et c'est ça qu'il faut propager comme discours. On ne peut pas demander aux gens d'être... On demande au contraire aux citoyens d'être actifs. D'être des acteurs, c'est très bien, il le faut. Ne soyez surtout pas des sujets, surtout pas. Mais il faut une analyse froide sur des... on est quand même en France, le pays des Lumières, hein, de la raison éclairée. Hein. Donc la science, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière, c'est la raison éclairée. C'est voilà, notre collègue a parlé. J'ai mené cette étude montre ceci. J'ai pu le faire en boucle, donc j'ai pu reproduire un certain nombre de fois le phénomène que je décris. Voilà ce qu'est la science. Voilà ce qu'est la science. Et on doit trouver des gens capables de communiquer de cette manière. Alors, faut-il encore leur tendre les perches, des micros? Faut-il les inviter à la télévision? Faut-il inscrire un contre-discours contre les abominations et toutes ces terreurs qu'on nous promet? Voilà. Wilfred, je crois que vous travaillez aussi sur la conception peut-être possible d'un vaccin contre le paludisme qui serait extraordinaire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on parle, nous, de polémique autour des vaccins et qu'il y a une partie du monde qui meurt aujourd'hui, qui est malade aujourd'hui, faute de vaccins. Je crois que les vaccins sont l'une des plus grandes inventions de l'homme parce que ça a sauvé des millions de vies. Aux États-Unis, on a des données concernant ça. Dans d'autres pays, on n'a pas de bonnes données, alors les gens ne comprennent vraiment combien de personnes sont vivant aujourd'hui grâce au vaccin. Alors je crois qu'il faut communiquer ces données. Il faut collecter des données et les communiquer. Mais je crois qu'il y a aussi des effets négatifs de certains vaccins. Et il faut aussi communiquer cette information. Il faut tout communiquer. Oui. Par exemple, en 2014 et 2015, au Canada, les gens qui ont pris le vaccin de influenza, grippe de la grippe, oui, qui ont pris le vaccin de la grippe en 2013 et 2014 étaient plus susceptibles à avoir la grippe par rapport à ceux qui n'ont pas pris le vaccin. Il faut connaître ça, mais il faut aussi savoir que les scientifiques s'ouvrent à mieux comprendre ces phénomènes et à trouver des solutions. Et on a des explications. Quand on a des explications, on peut commencer à chercher des solutions. Et quand on parle, mon collègue a parlé de quelqu'un au Canada qui fait des prédictions, il faut distinguer les corrélations et des liens mécanistiques. Et en science, on favorise ces liens mécanistiques, mais aujourd'hui, il y a des gens qui font dans la médecine prédictive qui ne se basent que sur des corrélations. Et ça, c'est dangereux. Il faut comprendre ça. Et si vous êtes active, si vous prenez au sérieux votre bien-être, il faut chercher à connaître toutes ces nuances. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. J'ai demandé à chacun d'entre vous peut-être une petite conclusion, Federica, sur... je vais vous demander votre conclusion sur cette question du double usage, enfin de cette science qui peut permettre le meilleur comme le pire, sur le fait qu'il faut
tout dire. Quelle pourrait être votre piste pour qu'on sorte de cette salle en se disant, voilà, on n'a pas de réponse, mais on a des pistes. Oui, au niveau des institutions, comment dire, on essaye de créer des organismes qui sont capables de gérer les cas de double usage. Nous avons la responsabilité de tout prévoir et de tout communiquer. Mais je voudrais juste faire, comment dire, lancer un appel parce que nous avons vraiment besoin de soutien de la société. Le soutien qui vient toujours quand quelqu'un a malheureusement une expérience directe, par exemple parce que quelqu'un très proche est malade d'Alzheimer, alors la science devient très importante. Sinon, on ne fait pas trop attention si les financements à la recherche sont coupés ou si la recherche dans certains domaines ne marche pas trop bien. Et donc, je voudrais un peu, comment dire, vous demander un peu de soutien. Il faut que chacun soit vraiment donne sa contribution. Fait sa part et qu'on se sente tous interpellés par vos recherches. On peut terminer là-dessus. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Wilfried? Je me dis qu'on peut prendre des leçons quand on observe le processus d'évolution naturelle. Là, la diversité est très importante parce que sans la diversité, il n'y aura pas l'évolution vers des êtres plus adaptés à l'environnement. Et aussi, on a besoin d'une grande diversité des opinions, des idées, pour pouvoir évoluer dans la société. Alors il faut que tout le monde, que chacun contribue et s'informe pour pouvoir bien contribuer à cette diversité d'idées qui, à travers la sélection, la loi, les principes... sélection naturelle. Oui. Vive la diversité des voix francophones, ici aux Voix d'Orléans. Le dernier mot est pour vous, peut-être, Majid Yacine. Moi, je ne crois pas que le progrès soit une hache confiée à un psychopathe. Donc, je pense qu'il faut dire vive le progrès. Et il faut surtout que le progrès et ses bénéfices soient au service de l'homme et qu'ils soient partagés dans toute l'humanité, quel que soit le pays ou l'endroit où on a eu la chance ou la malchance de naître. Voilà. Merci infiniment.